Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur RFM Télévision, mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous sommes là pour parler République. Comme je l'avais annoncé, on doit recevoir des élites de la République du Congo, des patriotes avec l'idée. Nous allons discuter sur des questions sensibles en premier lieu. Nous allons revenir sur des déclarations de Madame Grace Coutinho qui affirme avoir consulté la jeunesse sur la question du changement de la Constitution. Est-ce que ça nous revient des attributions? Et est-ce qu'elle l'a fait? Bon, on doit en connaître plus. Mais aussi, cette question du dialogue, qu'en pense réellement la jeunesse motivée sur cette question du dialogue? Et si réellement qu'il y aura dialogue, ça sera sous quelle forme? Je commencerai avec Ribin Tika Nkoum. Bonjour. Bonjour à vous, chers journalistes. Ça fait plusieurs jours, mais quand même on s'est vu. Gloire à Dieu, nous sommes là, Dieu fait grâce et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, merci. C'est renforce à l'habitué, il est devenu habitué de cette émission. Emmanuel Eli Mourengue, vous allez bien? Oui, je me porte bien, même si vivre dans un pays en totale décadence avec sa réalité sociologique impose à toutes sortes de politologues une introspection et une pensée sur le recouvrement de la bonne gouvernance au niveau de l'État. Tout ça, pour être plus explicite, je dirais que le défi de la République ainsi que les difficultés sociologiques auxquelles nous faisons face nous poussent à réfléchir davantage, mais nous désolent aussi en même temps. Mais nous sommes là pour établir la vérité et orienter l'action pour que ces erreurs ou ces défis soient relevés. Oui, j'ai levé. Madame Grace Coutinho dit avoir consulté la jeunesse congolaise et cette jeunesse est pour des réformes constitutionnelles. Une réalité? Vous avez 4 minutes. La Constitution estime qu'il n'y a qu'un seul mécanisme pour recueillir l'avis du peuple, c'est la voie référendaire, qui d'ailleurs est couverte par une loi qui a été déclarée conforme à la dite Constitution par la Cour constitutionnelle qui en a la compétence de déclaration sur la conformité. Alors, je ne vois pas où est-ce que le gouvernement aurait mandaté la ministre de la Jeunesse pour que cette dernière entrevoie une mission pour consulter une branche de la population sur un sujet tel que le changement de la Constitution. Quand on associe la population à la notion du changement de la Constitution, c'est par le mécanisme référendaire. C'est le seul moment. Ni l'opposition, ni la majorité peut dire la population veut le changement ou la population ne veut pas le changement. C'est une thématique hautement constitutionnelle qui repose sur 2 principes. Constitutionnel, pourquoi? Parce que c'est la souveraineté d'un peuple, politique par les principes de la légitimité politiquement sociale, par le principe de la légitimité du peuple, qui lui a le droit de s'autodéterminer. Le problème qu'il y a ici, c'est que la ministre de la Jeunesse utilise un débat tendancieux et politisé dans le but de se redorer le blason, pour se rapprocher un peu plus du chef de l'État et s'acheter une reconnaissance qui peut valoir son maintien au poste. C'est une stratégie de communication qui vise à montrer au chef qu'on le soutient dans une intention donnée, mais sans pourtant manifester le vrai raison pour lesquelles on doit la maintenir au poste, qui sont les rendements de son travail. Et ça s'explique tout simplement par le fait qu'elle ignore elle-même si son rôle de ministre de la Jeunesse lui sert à quoi. Je vais donner la branche légale ou juridique sur ce que c'est son ministère et qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Nous savons tous que dans ces pays, quand elle dit qu'elle a consulté, elle n'arrive pas à elle ne connaît pas. Non, la ministre n'a pas conscience de ses prérogatives de fonction. Elle n'a pas cette conscience-là. Elle ignore totalement son rôle, elle ignore ce qu'elle doit faire et elle agit purement en politique sur la stratégie de conservation du pouvoir et non en acteur social. Parce que quand vous êtes gouvernant, par les politiques publiques que vous exécutez des missions d'ordre social. Donc l'homme d'État a une notion d'acteur social. Et ça, elle ne l'a pas. Les consultations, c'est l'apanage du Conseil national de la jeunesse, l'organe de tutelle qu'elle est en train de gérer. Quand vous lisez le décret de 2025, qui modifie le décret de 2021, qui parle de l'organisation, du fonctionnement et des compétences du Conseil national de la jeunesse, on vous dira dans l'article 3
que le Conseil national de la jeunesse est l'organe représentatif des jeunes et aussi l'organe consultatif dans les articles 2, dans les articles 3. C'est-à-dire quoi? Puisque le Conseil est fractionné et décentralisé dans toutes les entités locales du pays, au niveau national, vous avez le Conseil national, au niveau provincial, vous avez le Conseil provincial, vous avez le Conseil communal, le Conseil du quartier. C'est là la fédération des associations qui réunissent les jeunes qui peuvent venir vous apporter des problèmes de différents jeunes. Par exemple, moi je suis jeune, je suis membre du conseil, mais je travaille pour les Indiens qui ne respectent pas le SMIG, comme c'est le cas avec l'entreprise Biolam, qui se trouve non loin. Oui, il faut dire des choses, il faut dire, moi je suis très, donc je n'ai pas de tabou chez moi. Quand une bêtise se fait au niveau de l'État, je dois le dire. En ce cas, plutôt, docteur Fermant, excusez-moi, Biolam, docteur Fermant au niveau de Cohydro là-bas, vous dites la vérité que voilà, nous on a un problème, il y a le SMIG, mais là-bas on paye en dessous du SMIG. Le conseil maintenant a une mission. C'est quoi cette mission? Formuler, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 3, formuler des propositions et d'abord informer à la ministre que voici le problème des jeunes dans tel secteur, le secteur de l'emploi qui est géré par un autre ministère. À vous maintenant de formaliser une politique de l'emploi viable pour les jeunes et déposer au gouvernement pour que celle-ci puisse rectifier le tir. Pourquoi? Parce que le ministère de la Jeunesse n'a pas de secteur sur le plan juridique. Il n'y a pas de secteur. Un secteur, c'est un domaine sur lequel s'exercent les politiques publiques de l'État, encadré par des organes techniques et qui bénéficient d'un budget, et ainsi de suite. Alors, la jeunesse est une branche de la population, pas un secteur. Comment elle travaille? Conformément à l'article 91 de la Constitution, par l'interconnexion ministérielle, c'est-à-dire elle a le travail de pouvoir collaborer avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de PME, tous ces ministères-là qui gèrent directement les intérêts des jeunes pour que ceux-ci améliorent leur politique. Et maintenant, ça demande quoi? Ça demande d'avoir un cabinet extrêmement outillé avec des experts de chaque domaine. Les gens pensent que c'est le ministère le plus facile, au contraire, c'est le ministère le plus difficile. Parce que vous n'avez aucun secteur, mais vous êtes censé donner l'expertise dans des domaines que vous n'êtes pas censé maîtriser. Parce que celui qui maîtrise l'économie, c'est le ministère de l'économie, c'est le ministre de l'économie, avec les organes techniques qui gèrent l'économie de l'État. Or, vous devez maintenant faire un double effort, être plus intelligent qu'eux, plus stratège qu'en ce qui concerne les questions des jeunes, leur amener cet aspect. Et comment on prend connaissance des problèmes des jeunes à travers les conseils. Maintenant, elle qui dit qu'elle a consulté, quand elle a lancé son communiqué sur les consultations, elle va dire que elle va consulter. Pas je vais passer à travers le Conseil national. C'est faux. C'est nous autres là qui sommes passés dans les médias au lendemain de sa communication pour lui dire, madame, ce n'est pas vous, c'est le Conseil qui consulte. Elle a dit, on peut dire que mais elle se rattrape. Ingénieur Claude a failli aussi à sa mission. Qui c'est? Ingénieur Claude Mbouyi qui est actuellement président du Conseil national. Mais tout cela ne savent pas si leur rôle sert réellement. Je suis désolé. Parce que s'ils le savaient, on verrait quand même un changement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie ses discours par rapport aux critiques qu'elle reçoit. Si réellement elle a consulté les jeunes à travers le conseil, comme le conseil est dans les ETD, qu'on nous dise au niveau de communes, qu'on nous donne les rapports, conseil communal, qu'on nous donne les rapports au niveau de province, le conseil provincial, qu'on nous donne tous ces PV-là, on veut le voir. Et encore une erreur, je conclus par là en entrée de jeu. En 30 secondes. L'erreur, c'est quoi? La ministre a le devoir de formaliser les politiques publiques qui ont trait à la jeunesse, nous confère l'ordre, je crois. Excusez-moi, je l'avais noté quelque part. Voilà, c'est j'allais confondre les deux ordonnances. C'est la loi portant statut et compétences des ministères de 2022. Elle ne peut donc prendre un rapport avec des problèmes et donner au chef de l'État. Elle ne peut pas faire ça. C'est qu'elle fait du rapport, c'est qu'elle contextualise les problèmes en solutions et propose à l'exécutif sous forme de solutions qui doivent être exécutées. Parce que c'est ça son rôle. Les chefs de l'État n'ont rien à foutre du papier qu'elle va lui donner là-bas. Merci. Ruben Tita, vous avez suivi la réaction d'Emmanuel, votre lecture, mais également dans 5 minutes. Ok. Ma lecture face à cette situation, vraiment, elle est très désolante parce que la manière dont elle a eu à procéder pour faire ses études, pour pouvoir pondre ses communiqués, en tout cas, ça ne calque pas avec la réelle volonté de la population. Sauf que dans les discours du maître, le juriste, je pense, qui est à dire que politologue de formation. Parce que vous avez beaucoup employé des termes juridiques, je peux croire que vous êtes juriste. On parle de la fonction, ou soit le rôle que joue le Conseil national de la jeunesse.
Le Conseil national de la jeunesse, pour parler un peu histoire, le Conseil national de la jeunesse a été créé en 1994. Et en 1998, il y a eu un arrêté réformant ce Conseil national de la jeunesse. Dans cet arrêté, le Conseil national maintenant a été réformé sous forme de quoi? Le Conseil national est un organe de consultation, de concertation et de coordination des associations de jeunes. Donc, la ministre de la Jeunesse, étant donné que c'est elle qui pilote ou qui chapeaute ces conseils nationaux, c'est tout à fait normal qu'elle puisse recueillir des informations auprès de ces conseils nationaux et pouvoir sortir ou faire son point de presse et dire qu'elle se base sur les enquêtes ou soit sur les études menées par ces conseils nationaux. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a eu des initiatives pareilles au niveau du conseil national. Non, mais on peut toutefois attaquer la méthodologie ou soit comment a eu à travailler le Conseil national de la jeunesse pour pouvoir pondre ces chiffres que la jeunesse a dit oui. Ça, c'est peut-être un peu trop osé, parce qu'on n'a pas vu une méthodologie, on n'a pas vu des rapports en termes de communes, en termes de provinces. Et déjà, j'aimerais aussi parler un peu du Conseil national de la jeunesse. En tout cas, dans un pays comme le nôtre, moi, je ne vois pas à quoi sert les conseils nationaux de la jeunesse. Vous allez voir que dans chaque commune, les gens qui nous suivent, est-ce que si on leur demande, ou on peut mettre même téléphone ouvert, on leur demande qui est les responsables du Conseil national de vos communes? Personne ne leur connaisse en tout cas. Ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas de moyens. Au-delà de ne pas avoir des moyens, ce sont aussi des gens, personnellement, que je trouve qui sont un peu limités. Vous savez, moi, j'ai eu à faire une descente à travers ma structure Congo Gagnant dans la commune de Kissinsou. Vous savez, j'ai eu à demander, vous connaissez les responsables de votre conseil communal? Personne, ils étaient surpris. Le responsable du conseil communal de la jeunesse de la commune de Kissinsou, je l'ai invité, et c'était pour la toute première fois que les jeunes de Kissinsou découvrent les responsables du conseil communal. En fait, ça, c'est juste c'est juste des supplétifs qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas raison d'avoir lieu. Je pense que pour une réforme, la ministre de la Jeunesse doit beaucoup plus s'intéresser dans les questions vraiment sociales et des enjeux socio-économiques de la jeunesse. Parce que parler de la Constitution actuellement, ça prouve directement qu'elle prend un axe de confortabilité de son poste. Là, on voit qu'elle se désintéresse largement de soucis de la jeunesse. Là, elle veut juste conserver son poste. Et puis, la meilleure manière de faire une campagne, ou c'est la meilleure publicité à faire pour vouloir les changements de la Constitution, c'est de pouvoir apporter les résultats. Si vous apportez des résultats dans votre secteur, vous n'aurez pas besoin de faire des campagnes publicitaires ou de tout ça et de oui, je le veux, de dépenser de l'argent, peut-être moi je trouve inutilement en communication. Donc c'est par là que j'aimerais faire comprendre que la ministre de la Jeunesse a peut-être mal procédé dans ses enquêtes, ses études. Est-ce qu'elle est allée réellement dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo? Parce que depuis qu'elle est en fonction, elle n'a pas fait plus de 5 provinces auxquelles elle est allée visiter. Donc c'est un peu ça. Et nous sommes vraiment un peu réticents face à sa sortie médiatique qu'elle a eu à faire en tout cas. Oui, merci beaucoup. Je reviens vers Emmanuel Elie. Quand même, est-ce qu'il y a encore à compléter? Oui, bien sûr, il y a à compléter. Il y a tellement de choses à dire sur la communication et sur la manière de gouverner et de gérer. Nous étions dans la manière de gérer. Elle n'est pas dans ses prérogatives. Elle doit proposer l'initiative de réforme des politiques publiques dans le but de les contextualiser aux besoins de la jeunesse vient d'elle. Et la méthode technique pour y arriver vient toujours d'elle. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Et ça s'est fait d'ailleurs en amont. Parce que quand vous lisez l'article 91 de la Constitution, on vous dit que c'est le gouvernement qui définit la politique de l'État. Ça signifie que lorsque ce gouvernement va définir son programme de gestion, on sous-entend qu'il doit avoir des mesures d'amendement, de contextualisation de programmes dans les différents secteurs pour l'intérêt des jeunes. Et même dans l'exécution, parce que le rôle de la ministre ne se limite pas dans l'élaboration, c'est même dans l'exécution et le suivi, c'est de suivre de près l'exécution de dites politiques publiques dans l'éducation, la santé, l'économie, tout ce que je viens d'énumérer ici, de suivre de près et voir si réellement ça s'assoit sur les besoins des jeunes. Et si ça ne s'assoit pas, elle a la base des jeunes, les localités qui vont parler à travers les conseils, qui lui font rapport et elle va encore rajouter des solutions et donner à ces gens. C'est ça l'action de l'exécutif. Maintenant, quand la ministre de la Jeunesse nous dit le chef de l'État nous aime, je ne refuse pas. S'il ne nous aimait pas, il ne serait pas en train de se battre pour nous à l'est du pays. Et qu'elle a pris le déshydratat des gens, elle amène au niveau du président de la République.
pour que le président de la République fasse quoi? Et ça peut malade, aussi, mais le président de la République touche. À Messana Bongo. Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse manque de moyens. Parce que c'est justement ça, ce que mon compatriote est en train de dire, les limites des moyens du Conseil national de la jeunesse. Mais il faut connaître comment ce conseil doit vivre financièrement. Et les conseils au niveau national fonctionnent avec un budget qui lui est donné au niveau du gouvernement central. Mais au niveau provincial, ce sont les ETB qui s'en occupent. Pourquoi les provinces et le gouvernement de province n'arrivent pas à rétrocéder un quota de pourcentage au conseil pour qu'il soit fonctionnel? Pourquoi les communes n'arrivent pas à faire ça? C'est un problème qui est fracturé et décentralisé à la fois, comme le conseil. Mais quand vous dites, monsieur le président, le problème c'est l'exécutif, le gouvernement central, qui définit le budget? Ça passe par le Parlement. Elle a été nommée un mois avant qu'on dépose la loi budgétaire. Un mois. Elle était où? Constant Moutamba, que je ne défends pas, parce que quand vous parlez de Moutamba, pour prendre Moutamba comme exemple, il défend Constant. Non, il est condamné, il est en train de répondre devant la justice. C'est à la justice de nous donner le fond des choses. Mais du moins, je retiens que Constant Moutamba, jeune comme Madame Grace Coutinho, même s'ils n'ont pas le même âge, mais Constant reste jeune, il a fait une année. Aujourd'hui, Madame Coutinho, c'est aussi une année, parce que c'était en août qu'elle est venue en fonction. En une année, Moutamba fait 4 projets de loi. Madame Grace Coutinho, là où elle est, pourquoi on ne la voit pas au Parlement? Elle a des prérogatives. Elle dit que les jeunes ne sont pas représentés dans les institutions publiques. Mais vous êtes où pour faire un projet de loi, pour mettre un quota, si c'est ça le problème des jeunes, parce qu'ils veulent travailler dans les institutions publiques, pour mettre un quota dans cette loi pour la représentativité des jeunes et proposer au Parlement? En bref, il y a des prérogatives du ministre qu'elle ne connaît pas. Des deux, le travail au ministère de la Jeunesse est tellement grand, tellement technique, tellement complexe pour elle qu'elle n'y arrive pas. Et c'est comme ça qu'elle fouille dans la logique événementielle. Village des opportunités, rencontre avec le chef de l'État. On a vu ça avec Madame Ayagana Gato. J'arrive quand même à bien prononcer son nom. C'est rare. Et on a vu ça avec l'autre monsieur Yves Bunkoulou. Les mêmes individus, les mêmes stratagèmes pour le même résultat qui s'est centré que sur Kinshasa. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est dans les 26 provinces que vous devez gérer les jeunes. Vous êtes où? Elle n'a jamais fait des tournées dans les 26 provinces. Merci. Donc, qu'on nous épargne. Ruben, est-ce que les problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est un problème de l'incompétence? Oui. Bon, je dirais pas forcément de l'incompétence, mais peut-être c'est le manque d'information. Déjà, quand on arrive dans un ministère comme le ministre de la Jeunesse, plutôt le ministère de la Jeunesse, d'où la population congolaise est pratiquement jeune. Il y a plus de 60% de la population congolaise est jeune. Il faut venir avec des réformes. Il ne faut pas être dans des actions superficielles, comme l'a eu à dire mon confrère. Mais elle a quand même nommé un ambassadeur précédent. Il y a maintenant des ambassadeurs de la jeunesse. Voilà, ça c'est juste une pléthore dans la fonction publique. À quoi servent réellement ces ambassadeurs? Est-ce que, plutôt, moi je n'ai jamais compris leur rôle, je n'ai jamais compris leur fonction, et je n'ai jamais vu les rapports sur les questions de la jeunesse en tout cas. Quand on arrive dans un ministère comme le ministère de la Jeunesse, il faut apporter des réformes, comme je le disais. Vous savez, on peut plutôt la comprendre, elle peut dire que voilà, elle n'a pas de moyens, ou soit le budget alloué à son ministère est très peu. Il faut d'abord mener la lutte et le combat de pouvoir d'abord rehausser les financements. Quand je dis rehausser les financements, c'est quoi? Peser de tout son poids dans les conseils de ministres pour qu'il y ait un budget alloué à son ministère beaucoup plus conséquent. Vous savez, gérer, parce que nous sommes 100 millions d'habitants, gérer plus de 60 millions de jeunes, c'est pas avec des événements qui ne réunissent que 5000 personnes qu'on dit qu'on a un bilan. Parce que si on décide d'être beaucoup plus technique en termes d'apport, en termes de bilan, moi je me demande bien qu'est-ce qu'elle a eu à faire pendant une année qu'elle est là, depuis qu'elle est à la tête du ministère plutôt de la Jeunesse. Il n'y a aucun bilan. Elle a eu à rien faire encore jusque-là. C'est la raison pour laquelle j'ai martelé sur l'incompétence. Oui, mais c'est ça que je dis. Peut-être elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, ou peut-être qu'elle est mal entourée, comme l'a eu à le dire M. Moïse. Peut-être que son cabinet n'est pas vraiment outillé pour comprendre les enjeux sur la jeunesse. La jeunesse, vous savez, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, chaque année, nous pondons plus de 100 000 licenciés. De 50 000 à 100 000 licenciés. Mais quand on regarde à l'Office national de l'emploi au Congo, qui enregistre que 6 000 emplois,
Donc 6 000 emplois pour 100 000 licenciés par année. Vous voyez un peu comment il y a l'écart et comment il y a vraiment une urgence à beaucoup traiter. Je pense que la question de la Constitution, c'est vrai, même si certains sont d'accord ou certains seraient contre, je pense qu'elle doit laisser ça dans le volet politique parce qu'il y a déjà une coalition qui a été mise en place pour accompagner les chefs de l'État en termes de changement de la Constitution ou parce que bon, ce n'est pas aussi les chefs de l'État qui le veulent, ou soit la majorité s'est déjà activée, il y a déjà une machine qui a été activée pour procéder à ces changements. Elle a du travail à faire, elle est dans l'exécutif et surtout que le ministre de la Communication, M. Patrick Mouya, avait dit que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. Mais pourquoi c'est hâté? Tandis qu'il y a beaucoup plus d'urgence. Je viens de vous le démontrer avec une statistique ici, qu'il y a plus de 100 000 licenciés pour que 6 millions d'offres d'emploi. Donc, il y a vraiment du chômage en République démocratique du Congo. Et c'est ça le problème sur lequel elle doit se marteler, elle doit s'intéresser. Au lieu de faire des consultations, je consultais, je suis allé des villages des opportunités. Mais c'est pas assez. Il faut trouver quelque chose, il faut proposer quelque chose de consistant à cette jeunesse. En tout cas, jusqu'à présent, durant ces une année de fonction, en tout cas, la jeunesse ne se retrouve pas en elle, en tout cas. La jeunesse ne se retrouve pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En une minute, Emmanuel, vous avez justement une minute. Qu'est-ce que vous proposez l'approche institutionnelle, c'est une solution que je donnais il y a une année. Ça fait mal hein, de voir vous venir déverser la matière comme le fait mon frère ici. Mais à la fin, Grâce Coutinho a trahi les ambitions des jeunes. Pourquoi? Nous, ce que nous ne voulons plus dans ces pays, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Les acteurs politiques qui, quand ils arrivent en fonction, commencent à devenir plus politiques que social. Dans le sens où leur boulot, c'est quoi? La conservation du poste à tout prix. Donc on commence à flatter. Dès le jour où j'ai vu les gens de Force du Progrès danser autour d'elle, un chef à Ponier, le choix du chef, la confiance, et elle dansait, je me suis dit c'est fini. Maman Pasteur a péri politiquement parlant. On l'a travestie. Elle est devenue politique maintenant. Et certains mêmes incompétents, on l'a vu, on est politique, le peuple en bas. C'est ça qu'on ne voulait plus. Elle nous a trahis. Déjà, est-ce qu'elle a même été déjà avec nous? Puisque pour être avec nous, il faut vivre nos réalités. Elle n'a jamais vécu, elle n'en a pas conscience. Deuxièmement, dans son cabinet, elle a mal structuré son institution. Elle a conservé le problème institutionnel que l'on léguait les autres. Et elle continue de gérer avec ça, croyant qu'il y aura de nouveaux résultats. C'est ça aussi le problème du Congo. La rupture n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par approche institutionnelle? La première chose qu'on fait quand on entre en fonction, c'est prendre connaissance de ses prérogatives. Je ne pense pas qu'il n'y a pas un conseiller qui lui a tendu. Déjà, il y a une loi qui organise les fonctionnements, les compétences de chaque ministère, qui remonte à 2022. Elle a été ministre en 2025. Cette loi existait. Elle connaît son ministère. Deuxièmement, on regarde dans l'institution qu'est-ce qui est fonctionnel et non fonctionnel. Et comment améliorer la dite institution. Et quels sont les organes d'appui à la dite institution. Vous avez les fonds pour la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Vous avez aussi de l'autre côté là, le Conseil national de la jeunesse et j'en passe. Quand on regarde le conseil, qu'est-ce qui manque au conseil? Pourquoi il n'est pas fonctionnel? Ah non, les ETD ne veulent pas rétrocéder, faire la rétrocession au conseil. Allez, Banda Kumba na Wana. Monsieur le Président, le budget peut établir les budgets pour le ministère et le conseil au niveau national, mais on a un problème avec l'autonomie des ETD. Les ETD ne rétrocèdent pas aux sous-divisions du conseil représentées dans les provinces et dans les communes. Voici ce que moi je propose. Contraindre ces gens dans les recettes à faire quoi? À rétrocéder au conseil, parce que sans ça, je ne travaille pas, parce que je n'aurai pas connaissance des problèmes. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était parmi des propositions, il y en a de l'autre côté aussi. Ah, oui, c'est trop tard pour elle, en tout cas. Comme j'ai à le dire, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Il y a... elle peut changer son action. Comme j'ai à le dire, les combats qu'elle doit mener, ça ne doit pas être un combat politique, ça doit être un combat du changement. Pour que la jeunesse puisse sentir les changements, il faut qu'il y ait des actions de grandes envergures, pas se limiter simplement au village des opportunités. Village des opportunités, oui, c'est bien, mais ce n'est pas assez conséquent pour un peuple, ou soit pour un pays qui a plus de 60 millions d'habitants. Donc son combat devait être axé sur le fonds alloué à son ministère. Elle doit peser de tout son poids, elle doit chercher des moyens partout pour pouvoir répondre aux désirata ou aux problèmes de la jeunesse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prenons le deuxième sujet, les dialogues en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes d'abord partant pour ces dialogues? Non, je ne suis pas partant pour les dialogues en tout cas. Et pourquoi?
parce que ce ne serait pas la première fois qu'on puisse procéder au dialogue. Vous savez, dans ces pays, on a ici dialogue. Je vais commencer par l'historique, on essaie un peu de faire d'énumérer chaque... Vous avez 3 minutes. On a commencé d'abord on a commencé en 1991-92 par le Conseil national souverain, qui avait pour objectif de pouvoir organiser la transition après le régime de Mobutu. Mais qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que Mobutu était parti par une voie démocratique? Non, Mobutu a été remplacé par un coup d'État. Le deuxième dialogue qui a eu à être organisé, c'est les dialogues de Lusaka. C'était pour mettre fin à la deuxième guerre au Congo. Mais malheureusement, la guerre n'a pas pris fin parce qu'il y avait eu toujours des priages et il y avait eu toujours des débordements. Le troisième dialogue, c'est le dialogue de Sun City, le dialogue qui a eu à organiser ou qui a eu à mettre en place un pouvoir, une présidence de 1+4. Sauf qu'après ces dialogues-là, il en était conclu que plus personne ne va prendre les armes. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont encore repris les armes. Le quatrième dialogue que nous avons eu, c'est le dialogue de la concertation nationale. C'était pour régler les tensions politiques qu'il y avait entre les M23 et le pouvoir en place de l'époque. Jusqu'à présent, les M23 continuent toujours à déranger la population congolaise. Le cinquième dialogue que nous avons eu à avoir, c'est c'est que le Eden Coach avait fait le dialogue d'Eden Coach des cités de l'Union africaine, qui est allé de 2016. Pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que l'opposition était désintéressée forcément à ces dialogues. C'est un dialogue qui avait à prendre comme Premier ministre M. Sami Badi Banga, qui était largement contesté. Et le sixième dialogue, le dernier, c'était l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord de Saint-Sylvestre qui avait pour objectif d'organiser les élections avant la fin de l'année 2016, mais sauf que l'élection a été organisée bien au-delà après 2017 et on a eu passation du pouvoir en 2018. Donc, ce que nous constatons, c'est que moi, par ailleurs, je constate, c'est que chaque dialogue a un effet placebo. Chaque dialogue ne répond pas forcément aux anomalies qui rongent la nation. L'effet placebo, c'est quoi? Je vais vous le dire. Quand vous allez chez un psychologue, on vous donne forcément un remède qui n'est pas adapté à votre problème. Mais on vous dit psychiquement que ces remèdes qu'on vous a donnés, ça vous a guéri. Et ça ne règle pas forcément la pathologie. Et c'est après le temps, c'est après qu'on constate que non, voilà, on n'a pas donné la pathologie on m'a pas donné un remède qui m'a permis de pouvoir guérir de cette pathologie. Et c'est ça, les dialogues au Congo. Ça a toujours un effet placebo. Moi, en tout cas, les dialogues, je ne suis pas pour, je ne suis pas très partant parce que ça n'a jamais apporté des solutions en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, Elie. Vous êtes aussi... bon, je ne vais pas poser cette question-là, mais quand même, vous avez suivi l'intervention des Rubin. Votre lecture. Mon ami Rubin a été déçu par les récents dialogues dans l'histoire du Congo, ce qui n'est pas totalement illégitime, je le comprends parce que moi-même je suis déçu. Mais par stratégie politique et par contextualisation, parce que le dialogue répond surtout à un contexte, je dirais non à un dialogue qui échappe au contexte constitutionnel de l'article 63 et aussi de l'article 64. Le fait que la guerre à l'Est n'ait jamais pris fin, malgré les multiples dialogues, c'est le fait que ces dialogues ont été mal construits et mal entretenus. Je vous donne par exemple les cas des assises du CNDP avec le gouvernement congolais à Kigali 2006 et en 2009. En 2006, le CNDP va conclure un marché avec le gouvernement congolais pour traquer les FDLR, la raison principale de l'incursion rwandaise au Congo et à travers les CNDP, à l'échange de l'argent, 195 000 $ mensuellement. Jusqu'aujourd'hui, ces FDLR n'ont jamais été arrêtés et cela a conduit même l'État à pactiser avec un groupe rebelle qui est terroriste et financer un groupe terroriste pour accomplir des actions d'intérêt géopolitique, c'est-à-dire en faveur du pays agresseur. En 2009, maintenant, nous aurons un accord qui va affaiblir essentiellement l'armée par les mécanismes de brassage, de mixage, et un accord qui va concéder le droit de citer au groupe rebelle qui est reconnu comme l'armée rwandaise actuellement à l'Est. C'est-à-dire nous allons concéder à Paul Kagame en 2009
le positionnement de ces troupes au Kivu, au nom de l'accord du CNDP, qui voulait que le soldat du M23, actuellement, reste à l'est du pays, qui ne soit pas démobilisé. Ce qui fera en sorte que tous ceux qui retourneront à la rébellion seront comme Biamoulou, des démobilisés de l'est qu'on a déclassés pour amener ailleurs. Ils reviennent là-bas parce qu'ils savent qu'ils servent des intérêts géopolitiques. Et les M23 étant un outil géopolitique, quel type de dialogue nous est demandé maintenant d'organiser? C'est là que nous revenons à l'article 63. Qui fait de la défense et de l'unité nationale du peuple face aux agresseurs un devoir constitutionnel. Or, si le dialogue ne se passe pas, parce qu'il a été annoncé par le président de la République, par M. Ambongo, M. Fridolin Ambongo, qui est, je crois, l'archevêque numéro 1 de l'Église catholique au Congo. Un acteur politique. Oui, un bon politique d'ailleurs. Et M. Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication. Si le dialogue ne s'organise pas, parce qu'il y a l'ordonnance qui doit venir porter sur l'organisation de ces dialogues, les modalités d'accès, si ces dialogues ne s'assoient pas sur le fondement constitutionnel de l'article 63 et l'article 64 qui s'opposent à ceux qui veulent renverser le régime constitutionnel, l'article 63 qui est d'ailleurs la base qui fait en sorte que le Congolais soit obligé, par rapport à l'histoire en 1996 et en 1998, l'agression de l'AFD et du RCD, que le Congolais soit obligé maintenant, quand le scénario va se reproduire, de se fédérer et de faire face. Si ce n'est pas ça le fondement du dialogue, je ne crois pas qu'il y aura une solution, parce que là, on fera ce que Dos Santos et les autres veulent. On va ramener le problème ici, et c'est là que je me pose maintenant une seule question, que je demande à tous ceux qui sont favorables au dialogue dans le format de l'inclusivité banale et stupide, des gens qui n'ont aucune notion du peuple. J'ai 3 questions. La première, non, 3 déclarations. Paul Kagame vous dit que les M23, le faire disparaître, c'est automatiquement faire disparaître les régimes de Kigali. C'est-à-dire il y a un rapport d'intérêt commun entre les M23, anciennement CNDP, et le Rwanda. Deuxième déclaration, Joseph Kabila vous dit les M23 AFC portent les aspirations du peuple. Et Nanga vient nous dire que Joseph Kabila a toujours été notre chef. Et une dernière information, c'est une question que je pose maintenant. Pourquoi ce groupe M23 continue de revendiquer au nom des accords de 2009? Qui leur a donné cet accord qui fait l'objet de leur revendication? Et si ce qu'ils revendiquent au nom de l'accord du 23 mars, d'où leur dénomination, c'est que les revendications profitent aussi au Rwanda, puisque le Rwanda reconnaît son intérêt dans les revendications du M23. Et maintenant, là, pour conclure, vous qui voulez que Kagame vienne, plutôt que Nanga vienne, que Kabila vienne à la table, quelles sont les concessions que vous allez donner à Paul Kagame? Parce que en 2025, au mois de novembre, le groupe des experts des Nations Unies nous dit qu'il y a 10 000 soldats rwandais sur le sol congolais qui combattent avec Corneille Nanga et les gens de l'AFC. Si Nanga et l'AFC décident de venir faire la paix, de quitter les armes, les 10 000 soldats répondent aux ordres de Kagame. Vous donnez quoi à Kagame, sachant que ces revendications sont le sol du Congo? Deuxièmement, Joseph Kabila, qui est condamné, vous qui dites qu'il n'y a pas d'état de droit, s'il vient, ces condamnations vont tomber caduques, amoindries par l'influence d'un accord politique. Est-ce que ça, c'est le respect de la justice et de l'état de droit, vous qui reprochez les autres? Et finalement, troisième question, la justice transitionnelle va s'exécuter chez qui? Sachant très bien qu'en 2013, l'acte de Nairobi, de la capitulation des M23, disait très bien qu'il allait avoir une commission. Ça, c'est le communiqué de Bertrand Bisimou après les assises avec le gouvernement congolais. Quand on vous manque que les M23 étaient défaits, Bertrand Bisimou disait dans son communiqué qu'il y aura une commission composée des M23 et du gouvernement congolais qui vont voir qui ont été victimes de la guerre pour les indemniser et réparer les biens. Donc, le bourreau lui-même a décidé de s'impliquer pour réparer les biens des victimes. Où avez-vous eu réparation grâce à cet acte? Donc, en conclusion, pas de justice traditionnelle, violation de l'état des droits, continuité de l'agression ou balkanisation du Congo par cession du territoire. Merci. Les dialogues et à l'interne, conformément aux articles 63, retenez-le. S'il n'y a pas cette notion-là dans l'ordonnance qui peut pas les dialogues, je combattrai ces dialogues jusqu'à mon dernier souffle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas partant pour les dialogues, mais maintenant, là, la crise demeure toujours. Quelle crise? Bon, moi, la crise sécuritaire à l'est de la République, des villes sont toujours occupées. Quel schéma que le gouvernement peut emprunter pour mettre fin à cette crise? Le schéma, c'est de pouvoir que les hommes politiques puissent laisser place aux défenseurs de l'État. Parce que l'homme politique a pour objectif
de la conquête du pouvoir. Les défenseurs de l'État ont pour objectif l'intégrité territoriale. Vous savez, nous sommes dans un pays, même le dialogue là, c'est juste comment je peux dire ça? C'est juste un peu de camouflage. Ce sont des gens qui sont en quête de postes. Parce que quand tu échanges avec certains jeunes, parce que moi j'ai l'occasion d'échanger avec certains jeunes qui sont dans le C64, ils vous disent que forcément il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'eux aussi ils puissent être à la mangeoire. Faire plutôt accéder au poste ou au pouvoir plutôt que de privilégier l'intégrité nationale, moi je pense que le choix est clair. Il faut mettre tous les moyens en place pour plutôt augmenter encore la force de notre armée et de notre police pour pouvoir garder l'étendue de notre territoire. Vous savez, ça se passe qu'au Congo, où les gens veulent les dialogues, où les gens veulent les élections, mais ils ne veulent pas injecter beaucoup plus de fonds pour la dissuasion ou protéger plutôt leurs concitoyens. Si les 250, parce que moi déjà par contre, vu la situation, je ne suis pas pour qu'il y ait élection. Moi je pense que l'élection est très coûteuse. Vous êtes parmi les gens qui disent Félix n'a pas une mission. Non, je ne suis pas forcément de ceux-là qui font une fixation. Mais vous souhaitez quand même que le président Tshisekedi continue au pouvoir? L'état actuel ou le contexte que est actuellement notre pays, ça ne permet pas qu'il y ait maintenant une élection. Parce que l'élection c'est quoi? L'élection c'est plus de 700 ou 800 millions comme ça de dollars. Pourquoi pas mettre ces 700 ou 800 millions de dollars à l'armée pour avoir des armes dissuasives? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda. Nous avons 9 pays voisins. Demain, ça peut être le Burundi. Demain, ça peut être l'Ouganda qui veulent vouloir nous menacer ou vouloir nous prendre nos territoires. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons toujours aller de dialogue à dialogue, des accords en accord. Si on ne prend pas de mesures drastiques pour lutter face à ça, moi, je pense que la solution face à ces problèmes, c'est de pouvoir rééquiper encore davantage notre armée. Nous félicitons le gouvernement en place qui a eu à mettre en la loi de programmation où nous avons vu les soldats sont maintenant bien payés, nous avons vu de nouveaux équipements, ça c'est bien, mais il faut encore continuer dans cette allure-là. Donc voilà un peu la solution que moi je propose. Merci beaucoup, merci, je reviens directement vers Emmanuel. Vous avez dit qu'il ne faut pas emprunter les chemins pour un dialogue inclusif. Oui. Mais alors, un dialogue sans Nanga, sans Kabila, qui font partie du problème de la République, va résoudre quoi? Moi, j'aurais voulu qu'on ait une émission spéciale sur le dialogue, pour qu'on comprenne les dialogues comme stratégie politique, pas comme élément de cohésion avec les rebelles et tout ça. Le problème ici, ce n'est pas d'avoir la cessation du conflit armé à tout prix. Le problème ici, c'est la fin de la guerre, mais à quel prix? Ça demeure une priorité pour maintenant. Oui, mais le problème c'est ça, la vision d'une priorité sur le plan politique et la vision d'une priorité sur le plan sociologique. Je suis politologue, moi je suis dans le domaine de la société. J'étudie même le contexte de paix, parce que le contexte de paix peut faire revenir la guerre si c'est une paix de façade, comme ce qu'on a avec tous les dialogues de Kabila. Le problème qui est ici, c'est quoi? C'est que la guerre, c'est une guerre purement géopolitique, où le M23 n'est pas une rébellion, mais un outil géopolitique qui dépend de l'extérieur. Or, l'extérieur, nous les avons eus par négociation. Maintenant, on a négocié avec l'État américain, le pouvoir politique américain. Mais en réalité, le poumon de la guerre, c'est le poumon économique. D'où l'État profond américain, parce que l'Amérique est un État capitaliste, les puissances économiques américaines. Le gouvernement américain doit convaincre les grandes entités américaines pour leur dire que le gouvernement congolais est sûr. Au lieu de prendre des bénéfices par la voie des armes, allez officiellement investir votre argent. Or, ces entreprises-là maintenant savent que pour qu'on investisse notre argent, on doit avoir un régime qui est stable, pas instable. Pour qu'on arrête de financer la guerre, le régime doit être stable. Pas un régime qui est en proie aux tensions internes et qui a du mal à être géré. Deux, le régime doit être dans une légitimité populaire, c'est-à-dire un soutien à la population. Et si vous remarquez toutes les marches que l'opposition était en train de faire, leur communication allait plus à l'extérieur pour montrer au monde que le Congo n'est pas un pays de confiance. On connaît d'ailleurs un acteur politique de l'opposition qui a fait un lobby ici pour dire qu'il n'y a plus de minéraux au Congo, ne venez pas investir. Et donc, automatiquement, si ces entreprises ne viennent pas légalement, ils vont continuer par la voie illicite. Maintenant, pour qu'on dise que votre régime est stable, il faut montrer que vous avez réussi à créer un phénomène de cohésion. C'est comme ça que le dialogue de Félix Tshisekedi, c'est un dialogue très stratégique, qui risque même de ne pas avoir lieu peut-être. Parce qu'il a déjà affaibli l'opposition et l'a divisé. Et c'est une très belle stratégie politique. Vous comprenez un peu. Alors, dans cette logique-là, il est important que le Congolais se fédère au nom de l'article 63. Parce qu'aux yeux du monde, nous dialoguons au nom de la loi fondamentale de notre pays et qu'il n'y a pas deux Congos. Il n'y a qu'un seul. Et celui-ci se bat contre une agression que lui rejette.
Or, ces phénomènes de stabilité rassurent les partenaires internationaux qui légitiment davantage les régimes en place et qui sont obligés de rapidement exécuter les accords de Washington. C'est-à-dire bouter l'ennemi, même par les mécanismes de la force, parce qu'ils en ont le moyen. Parce que là, au niveau géopolitique, l'Amérique convainc les entités. Et c'est au Congo de redorer son blason et de créer une image de confiance. C'est comme ça que le dialogue est une stratégie politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le pilier fiscal économique. C'est ainsi qu'on veut même réformer la Constitution pour centraliser les schémas fiscaux. Au lieu de diversifier les voies fiscales, ainsi de suite et autres, il faudrait... Bon, je suis pas... Quand je dis ça, les gens ils disent de défendre la majorité. Je ne défends pas la majorité, mais je suis stratège. Le moindre mal est nécessaire pour avoir la paix. C'est vrai que ce régime n'est pas parfait. Le président de la République, je me suis toujours fâché contre lui parce que j'estime qu'il a une bonne volonté, mais son entourage, vraiment, il y a beaucoup de bandits. Et j'assume ce que je dis. Il y a beaucoup de bandits là-bas. Vraiment, je ne sais pas. Mais du moins... Si vous arrivez à créer un bon schéma fiscal, il n'y a pas une diversité d'impôts, ça n'affaiblit pas aussi les capacités d'investissement des gens, ils viennent. Troisièmement, c'est la bonne gouvernance, les piliers de la gestion des finances. La bonne gouvernance. Là, en tout cas, il faut montrer qu'il y a une justice qui sanctionne, qui réprimande les détourneurs. Il faut montrer qu'il y a une sécurisation de finances, qu'il y a une bonne gestion de finances. Et ça, c'est encore des efforts qu'il faut fournir pour rassurer ces gens-là, pour qu'ils viennent. Donc, le dialogue n'est qu'une étape parmi tant d'autres que celle que je viens d'énumérer pour obtenir la paix. Et c'est ça la meilleure des stratégies politiques. Mais seulement, pour que nous marchions bien dans cette ligne-là, qui rassure les bandits qui nous agressent, officieusement, ce sont les Américains, les grandes puissances, pour qu'ils viennent par la grande porte, parce qu'un accord ne suffit pas, d'où la situation qui est continuelle. Le président doit restructurer l'appareil de l'État, c'est obligatoire. C'est comme ça que le dialogue ne s'assoit pas sur des thématiques comme quoi il y a une crise de légitimité, mais plus sur une crise sécuritaire. Pour éviter qu'au nom de la crise de légitimité, les opposants viennent dire, c'est pour ça aussi que les rebelles ont pris les armes, parce que le pouvoir en face gère mal, et le pouvoir allait se mettre une balle. Maintenant, comme c'est sur l'aspect sécuritaire uniquement, on doit restaurer l'appareil étatique à l'interne au niveau du pouvoir central. C'est débarrasser d'abord des personnes qui nuisent à la réputation du Congo par leur mauvaise gestion, par le détournement des deniers publics, et inclure dans l'appareil gouvernemental des personnes conscientes. Et là, je parle de mon frère, de moi-même, et j'ose croire de vous. Merci. Au moment où on parle de dialogue, mais loi sur l'organisation du référendum est passée au niveau de la Cour constitutionnelle, sous réserve de quelques articles de la Constitution. Voyez-vous les démarches du référendum être aussi salvatrices? Oui, cette démarche est très salvatrice parce que je vais un peu surenchérir avec ce qu'a dit mon confrère le politologue. Le dialogue, si le dialogue a pour mission, a pour objectif l'obtention de la paix, là par contre, on peut légèrement comprendre la situation. Mais sauf que les gens qui cherchent le dialogue, ils disent quoi? Qu'il y a une crise de légitimité. Les gens qui cherchent le dialogue disent quoi? Que le président n'est pas aimé. Les gens qui cherchent le dialogue disent qu'il y a une crise au-delà de la crise sécuritaire. Il y a d'autres crises qu'ils ne cessent d'inventer. Maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre. Plutôt leur coalition de C64 qui est là pour faire route, pour faire barrière au changement de la Constitution. Mais pour que l'accord de Washington puisse être mis en place, cet accord stipule dans son article 12 de l'accord de Washington, dans son alinéa 2, dit ou fait en sorte, ou ça demande que la RDC puisse avoir un service fiscal centralisé. Maintenant, pour qu'il y ait un service fiscal centralisé, il faut toucher à la Constitution, parce que la Constitution, dans son article 171, 175, n'est pas d'accord qu'il y ait un service fiscal centralisé. Donc, de surcroît, il faut changer la Constitution. Mais eux, ils ne veulent pas. Moi, maintenant, je me demande, faire route ou faire barrière au changement de la Constitution, pour quel but? Pour pousser les dialogues. Les dialogues, vous dites que voilà, il y a une crise de légitimité. Or, que nous savons que le président de la République a été élu légitimement. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre leur démarche. Sur la loi du référendum, moi, je pense que c'est une loi, ou soit, étant donné que je ne suis pas juriste de base, mais je vais simplement piper un mot pour dire que c'est un cadre qui permet à ce que le peuple congolais puisse s'exprimer valablement. Parce que ça peut aider, que ce soit avec le président actuel ou soit qu'avec les présidents qui viendront après. À chaque fois que nous aurons besoin d'attendre la population, nous les ferons à travers un cadre qui est dénommé la loi sur le référendum en tout cas. Merci beaucoup. Loi sur l'organisation du référendum. Oui. Très vite. 30 secondes. Je
Je dirais que les réserves émises par la Cour constitutionnelle ne sont pas des réserves d'annulation d'articles, mais des contextualisations des articles par rapport à la dite loi fondamentale, par rapport à la dite Constitution. Deuxièmement, en ce qui concerne les changements de la Constitution, comme venait de le dire mon compatriote ici, déjà, ceux qui sont pour la défense des verrous, l'article 220, doivent savoir que quand on a rendu le parquet dépendant par instruction ou injonction du ministère de la Justice, c'était déjà une restriction de l'autonomie de l'appareil judiciaire. Donc le 220 a été touché depuis très longtemps. Et même le 220, s'il doit encore être retouché au point où on doit faire sauter son verrou, l'article 220 n'est pas verrouillé. Donc le vrai débat n'est pas là. Le vrai débat, c'est comment doit-on battre campagne contre un projet de constitution, chose qui n'est pas encore née. Parce que le pouvoir en place n'a présenté aucun projet de constitution et la loi est encore en contextualisation ou en élaboration parfaite de cette loi, au renfort de sa conformité au niveau de la constitution. Il n'y a pas encore ce projet de loi. Qu'est-ce que l'opposition fait quand il y a une question liée au changement? Elle se comporte comme en 2006 ou en 2005. Elle bat campagne contre un projet. Et c'est comme ça que dans les référendums, ceux qui seront d'accord vont voter contre. Ça s'est passé au Chili, ça s'est passé dans plusieurs pays dans le monde. Il ne faut pas croire que les changements de la Constitution vont naître ici au Congo pour commencer à s'opposer à quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que l'opposition se bat contre un projet de Constitution. Merci Ils beaucoup. n'ont pas conçu. Merci beaucoup. Donc, veillons à ce que même la nouvelle Constitution soit contextualisée par rapport aux réalités sociologiques. Mais ça ne se fera pas tant qu'il y a des gens qui penseront qu'on veut changer pour qu'ils restent au pouvoir. C'est comme ça que le chef de l'État doit élaborer à la fois le dialogue et la nouvelle Constitution avec des personnes conscientes qui peuvent aussi réunir l'opposition pour les rapports à l'intérieur. Merci beaucoup, ça n'est complètement fini pour aujourd'hui, mais bon, pour nous séparer, 1 minute à chacun pour conclure dans tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Pour conclure, en tout cas, j'invite toute la population et toute la jeunesse plutôt congolaise, étant donné que nous sommes tous jeunes, de pouvoir prendre ses responsabilités, de ne pas tomber dans dans quelconque forme de manipulation. On a eu à parler en première partie du projet du ministre de la Jeunesse avec son oui, je le veux. Je pense que l'idée n'est pas totalement bonne et sa méthodologie, on n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les jeunes puissent se prendre en charge, les jeunes puissent s'exprimer par eux-mêmes. Et en passant, je veux aussi passer mes salutations et mes sincères remerciements, vous d'abord pour l'invitation. Et je veux aussi mettre un petit biscuit pour parler de l'honorable Marikiet Moutinga, qui vient de construire un pont à Kimbantseke. Vous savez, j'ai échangé, quand je venais en Côte-Rouge, j'ai échangé avec un habitant qui venait de Kimbantseke, qui est en Galima, là où moi je viens, qui me parlait de cette dame. Personnellement, je ne la connais pas. Mais elle a fait un pont qui mettait beaucoup de gens en difficulté pour traverser de l'autre côté. Elle a eu à faire des forages d'eau. Et pourtant, ce n'est pas exactement, c'est une élue de la Tchangou, mais forcément, elle est de la commune de l'Antille. Mais elle a eu à faire pour les habitants de la commune de Kimbantseke pour dire qu'elle porte toute la population de Tchangou à cœur. Et voilà, c'était mon dernier mot. Merci beaucoup, Elie, directement. Monsieur le Président, changez votre circuit de recrutement pour les personnes qui doivent assumer des responsabilités étatiques. Et diluez un peu cette dose d'émotion et de sentiments qu'il y a dans les chefs de vos recruteurs. On en a assez. Il faut des gens quand même qui savent nous respecter par leurs compétences et par leur volonté de changer. Qu'on ne croit pas que c'est la volonté du chef de l'État qui change l'État. La responsabilité de l'exécutif est établie et les acteurs doivent être conscients. Alors changez des circuits de recrutement, s'il vous plaît. Et c'est valable pour d'autres dont nous ne citons pas le nom ici. Je n'ai rien contre Mme Grace Coutinho, mais je suis exacerbé par la pratique des mêmes types de politiques que nous avons dans cette institution de la jeunesse et dans les autres institutions du pays. Au président de la République d'écouter les vrais jeunes, et on ne le trouve pas forcément dans des salons du pays. Il y a aussi les faux jeunes. Oui, mais il y a des faux jeunes qui n'ont pas une conscience des réalités actuelles et ceux-là qui n'ont pas la carrure qui se doit pour gérer l'État et qui sont facilement envoûtés par le folklore de la politique et qui deviennent plus politiques que socialistes. Merci beaucoup. Par ici, nous mettons point final à cette émission. Vous l'avez suivi. Dites merci à John Mouya qui était à la régie. Je vois Torres derrière les caméras. Bien Makas, bien les sous étaient là, mais en train de dormir. On se retrouve très très prochainement avec le plaisir.